stratégie. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et pour faire suite à l'épisode de la semaine dernière, aujourd'hui, on va parler de questions d'entrevue. Donc, au fil des années, je vous dirais que j'ai beaucoup amélioré ma technique d'entrevue. Je ne crois pas que les entrevues que je fais aujourd'hui ressemblent à celles que je faisais il y a 20 ans. Et heureusement, parce que d'après moi, ce n'étaient pas les meilleures entrevues du monde. Aujourd'hui aussi, on entend souvent dire que ce sont les employeurs qui sont en entrevue et que on est dans un marché d'employés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'emplois que d'employés. Donc, on est dans une ère de pénurie de main-d'œuvre. Ça s'arrange un peu tranquillement, mais on est toujours là. Donc, il faut vendre notre entreprise, particulièrement en coiffure. On va avoir des candidats qui recherchent des endroits pour travailler avec des styles précis, avec des cultures d'entreprise. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Et la première étape pour ça, c'est de se préparer à l'entrevue. Donc, oui, il y a des questions qu'on va poser aux candidats, mais nous, comme intervieweurs, comme propriétaires, comme gérants, peu importe, on doit être préparer notre environnement à accueillir cette personne-là parce que mettez-vous dans sa peau, la peau de quelqu'un qui a plus ou moins, on va dire, l'embarras du choix. Je pense que la façon dont elle va être accueillie dans votre salon, la façon dont elle va, les premières secondes en rentrant dans le salon vont être déterminantes aussi pour savoir est-ce que je me sens bien dans cet environnement-là. Je me rappelle à une époque, quand je commençais, je sortais de l'école, j'étais vraiment timide. J'étais stressée aussi parce que je voulais travailler dans des grands salons. Puis moi, de rentrer dans un grand salon de la rue Saint-Laurent ou de la rue Laurier, c'était vraiment impressionnant pour moi. Et je me rappelle à plusieurs reprises d'entrer dans des endroits puis de m'être fait regarder de haut. Puis je vous dirais que le feeling est vraiment pas intéressant, là. C'est pas vraiment le fun. Et ça donne pas non plus envie d'aller travailler là. Puis quand on commence à travailler dans un endroit comme ça, ben on se sent pas à notre place, on se sent pas accueilli, on sent pas que les gens ont envie de travailler avec nous. Puis ça peut être déterminant pour le restant de notre expérience comme employé dans cette entreprise-là. Donc, c'est très important de se préparer, puis donc la préparation préalable, donc quand on va rechercher le candidat, avant l'entrevue, il faut avoir étudié le CV. Fait qu'on ne veut pas que quelqu'un arrive et dise c'est quoi donc ton nom? Toi, tu arrives de quel salon déjà? Non, on veut savoir, bonjour Caroline, je sais que tu travaillais dans le salon ABC, peu importe. Et je vois que ça fait déjà 5 ans que tu fais ça. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Donc, on est déjà un petit peu au courant du parcours de la personne. Fait qu'avant qu'elle arrive, bien sûr, normalement, on aurait vu le CV, mais là, on va vouloir le relire rapidement pour se remettre dedans, puis savoir à qui on s'adresse dès que la personne rentre. Dans la recherche du candidat aussi, pour moi, quelque chose de super important, c'est d'aller voir les réseaux sociaux de cette personne-là quand c'est possible. Des fois, c'est pas le même nom, mais régulièrement, on arrive à les trouver quand même. Et donc, je pense que c'est très important d'aller voir l'image. Est-ce que c'est une personne dont l'image peut correspondre à ce dont on s'attend? Je vais vous donner un exemple. C'est pas nécessairement au niveau de la coiffure parfaite. Ça peut être plutôt au niveau de l'image globale. Donc, on voudrait peut-être pas si on tombe sur quelqu'un qui a des photos avec des drôles de connotations ou bien qui peuvent sembler peut-être vulgaires ou quoi que ce soit, que ces photos-là soient représentatives de notre entreprise, puis ça peut nous donner un petit peu une idée de la personne. Puis en même temps, quand je dis ça, ben je parle aussi aux coiffeurs, aux gens qui appliquent, que ce soit en coiffure ou en n'importe quoi, je vous dirais de faire attention parce que quand on va voir comme employeur, des fois, ça peut être ça qui va faire en sorte que j'appellerai jamais là, une personne parce que j'ai vu ce que ça dégageait puis l'image que la personne voulait représenter puis ça ne correspond pas du tout à ce que moi je recherche, fait que déjà là, je m'arrête. Et donc, de faire la petite recherche là, sur le candidat. Comprendre le rôle aussi, clarifier les exigences du poste.
On peut vouloir engager un coiffeur, puis ça peut sembler bien simple, là, ben oui, t'es coiffeur, alors tu vas couper des cheveux puis colorer les cheveux, bien sûr, mais on veut vraiment être clair sur les attentes de ce rôle-là, dans l'ensemble aussi du groupe, non pas juste comme je disais techniquement, mais dans l'ensemble de l'équipe, identifier les compétences, les qualités aussi essentielles pour réussir chez vous. Donc, d'avoir vraiment une belle description de poste là, bien définie, là, c'est vraiment essentiel pour pouvoir diriger votre entrevue comme il faut. Dans la préparation aussi, bien sûr, il y a de préparer les questions, des questions qui sont universelles, j'aurais envie de dire, donc qui s'appliquent à tout le monde, qui vont standardiser un petit peu ce que vous recherchez, donc pour que vous soyez en mesure de faire une évaluation qui soit juste et équitable. Toujours dans la préparation, il faut créer un environnement accueillant, donc d'accueillir chaleureusement la personne, lui serrer la main, avoir un sourire, être content de la voir. Aussi annoncer à l'équipe que quelqu'un s'en vient en entrevue. C'est important, donc juste de dire, il y a Nathalie qui vient à 2 heures pour un poste de coiffeuse, pour un poste de réceptionniste, pour un poste d'assistante, et accueillez-la avec le sourire, s'il vous plaît. Et normalement, je pense que tout le monde embarque dans l'équipe quand c'est vraiment la philosophie puis la culture de l'entreprise. Les gens vont vouloir accueillir cette nouvelle personne-là, puis lui dire bonjour pour qu'elle se sente bien. Ensuite, évitez les interruptions. Donc, fermez votre téléphone, enlevez vos notifications, regardez pas votre montre à tout bout de champ. Fermez la porte du bureau si vous avez un bureau. Sinon, juste d'avoir déjà mentionné que pendant 20 minutes, vous allez être avec une personne, puis de s'il vous plaît, ne pas venir nous déranger. C'est un minimum de respect pour la personne qui s'est déplacée puis qui est là à l'heure. Bien sûr, là, ça pourrait être une autre discussion, mais je crois que d'être là à l'heure et même avant est essentiel aussi, puis ça vous donne déjà d'emblée une très bonne idée pour la suite. Donc, si cette personne-là a pris la peine de cocher toutes ces cases-là, vous devez aussi, comme employeur, là, offrir le respect que la personne mérite. Ensuite de ça, pratiquer l'écoute active, donc d'être attentif à ce qu'elle dit, de ne pas avoir les yeux qui regardent partout, puis comme je vous disais, là, de ne pas être dérangé par le téléphone, par votre montre. Écoutez, c'est ça, attentivement, et demander aussi à ce que la personne approfondisse un petit peu les questions. Des fois, les gens sont nerveux aussi, il faut avoir cette empathie-là de se dire, moi, je trouve pas que c'est tant un mauvais signe que ça. Je trouve que c'est plutôt, à la limite, un bon signe. Ça veut dire qu'elle veut vraiment bien faire, puis elle est un peu stressée ce matin de venir, puis elle espère avoir le poste. Donc, ça se peut qu'elle soit un petit peu stressée. Fait que c'est notre rôle de rendre cette personne-là à l'aise. Prenez des notes aussi. Ça prouve que vous êtes vraiment à l'écoute, puis que vous tenez à cœur ce qu'elle vous dit, que c'est important. Le 4e point, c'est la clarté et la transparence, donc de décrire les processus, informer le candidat des processus de sélection pour les prochaines étapes. Fait qu'en disant, par exemple, OK, aujourd'hui, on va passer une première entrevue, donc je vais te donner des nouvelles dans 3 jours. Si ensuite de ça, on continue de bien s'entendre ou tu es toujours intéressé, puis moi aussi, on va faire une 2e entrevue. Si c'est votre processus, vous l'informez sur le processus. Et lui dire, normalement, quand ça va bien, à l'intérieur de 2 semaines, c'est le début de l'emploi, mais je vais te tenir au courant. Est-ce que ça va être par téléphone? Est-ce que ça va être par courriel? Peu importe la manière, mais c'est important de lui nommer. Et puis, essayez de ne pas faire de questions pièges aussi là, pour déstabiliser la personne. Je pense que ça peut donner une impression un peu ordinaire. Puis, pour vous, ça va rendre le candidat stressé puis donner des difficultés inutiles. Donc, on essaie d'éviter ça. On essaie d'être le plus transparent et bienveillant possible envers cette personne-là. Donc maintenant, les 15 questions, là c'est le vif du sujet, fait que vous pouvez prendre papier et crayon, sinon ça va être sur l'article de blog qui est relié à l'épisode d'aujourd'hui. Donc les 15 questions d'entrevue qui peuvent être adaptées, comme je disais, pour tous les postes dans votre entreprise. Donc la première question, ça va être, parlez-moi un petit peu de vous.
que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc, l'objectif de cette question-là, c'est d'évaluer la capacité du candidat ou de la candidate à se présenter et à mettre en avant les aspects les plus pertinents de son parcours. Donc, ce que vous cherchez, c'est vraiment que la personne se vende un petit peu, entre guillemets, et aller chercher le meilleur d'elle. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous attire dans notre salon et qu'admirez-vous le plus chez nous? Moi, en tant que propriétaire, quand quelqu'un me dit qu'il a été sur mon site, qu'il a vu les valeurs de l'entreprise, qu'il sait un peu notre gamme de prix, qu'il sait que ça fait combien de temps qu'on est ouvert, je ne vous dis pas de savoir l'histoire de chaque employé personnel, ce n'est pas ça qui est nécessaire, mais de savoir quand même les grandes lignes de l'entreprise, puis pourquoi elle veut venir travailler ici, moi, ça me charme déjà beaucoup, je vous dirais. À l'inverse, quand j'appelle quelqu'un pour une entrevue puis qu'elle me dit ah, mais c'est quoi donc? C'est où ça le salon? Ah, ok, oui, attends, je pense que je m'en rappelle. Pour moi, je me dis, bah, tu veux pas venir travailler chez moi, tu te cherches une job. Et pour moi, c'est pas très séduisant. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui vous attire dans notre salon. La troisième question qu'on va poser souvent, c'est quel type de culture recherchez-vous dans un salon? Puis en lui demandant d'être le plus détaillé possible. Ce qu'on veut comprendre, c'est les attentes de la personne en termes d'environnement de travail, puis voir si elles correspondent à notre culture, à nous. Si la personne a fait un petit peu aussi ses devoirs normalement en amont, c'est-à-dire qu'elle est allée voir le site, elle est allée voir l'Instagram, elle est allée voir peu importe, elle va avoir déjà une petite idée là, de dans quel environnement de travail elle s'en vient. Donc, vous voulez vraiment aller connaître quel type de culture cette personne-là recherche. La quatrième question, c'est comment envisagez-vous votre première année de travail ici? Ce qu'on cherche à savoir, c'est les ambitions et les objectifs de cette personne-là. Est-ce que ça colle avec les ambitions, les objectifs de ce qu'on demande à chaque employé, à chaque poste? Est-ce que ça correspond à ce qu'on veut que notre entreprise devienne? Et c'est ça, de savoir comment ils vont envisager la première année. Quand on demande trop loin, généralement, les gens ne savent pas trop. Je pense qu'une année, c'est déjà une bonne idée, puis on aimerait quand même que la personne ait des objectifs à court terme. Là, ça va quand même nous donner une idée sur ses ambitions. Quels sont vos objectifs de carrière à long terme dans l'industrie de la coiffure? Donc là-dessus, on va être un peu plus vague. On ne va pas nécessairement dire 5 ans, 10 ans, mais à long terme. Donc, on veut savoir si l'employé, c'est vraiment ce qu'elle aime faire. Entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, mais je pense que c'est un métier, la coiffure, où il faut vraiment que tu sois passionné, il faut que tu aimes ça. Alors, si je tombe sur quelqu'un qui dit « Ah, ben moi, je veux faire ça, puis peut-être d'ici 2 ans, je vais retourner à l'école, puis je vais faire autre chose, parce que moi, dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est le théâtre, ou je sais pas quoi. » C'est correct, puis j'apprécie l'honnêteté, mais au moins, je sais dans quoi je m'embarque si jamais je décide de prendre cette personne-là. Je sais que ce ne sera pas pour la vie et je sais que ce n'est pas sa passion première. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais au moins je le sais. Alors, on veut savoir c'est quoi les objectifs à long terme. Peut-être aussi que la personne va vouloir ouvrir un salon éventuellement. C'est bien de le savoir, c'est bien d'être honnête dès le départ. La 6e question, c'est quel trait de caractère possédez-vous qui pourrait enrichir notre équipe? Vous voyez qu'on ne demande pas c'est quoi, peux-tu me nommer 3 qualités et 3 défauts, là? On va y aller plus dans des traits de caractère qui vont nous aider en tant qu'équipe, que la personne pense qu'elle va pouvoir apporter pour savoir si, justement, c'est une personne qui va bien compléter notre équipe. La 7e question qu'on peut poser, c'est quelles sont vos 3 valeurs principales? Puis j'en parle souvent de la question des valeurs. Pour moi, c'est essentiel. Puis sérieusement, plus je vieillis, plus je prends de l'expérience dans ce métier-là, plus je me dis, c'est simple comme ça. Dans le fond, il faut juste que je sois guidée par mes valeurs et que, puis à chaque fois là, qu'il y a quelque chose, je l'ai senti avant parce que ça va à l'encontre de mes valeurs ou quoi que ce soit. Donc, je veux savoir les 3 valeurs principales de cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'elle va me sortir 3 mots exactement comme ce que moi, j'ai en tête ou ce que mon entreprise a. Par contre, on va juste voir si, ok, oui, c'est dans la même idée, puis on s'en va à la même place, puis on a les mêmes valeurs de cœur. Je crois que c'est essentiel. Donc, quelles sont vos 3 principales valeurs?
La 8e question, comment décririez-vous votre style de communication avec vos collègues et vos clients? Ce qu'on veut savoir, du candidat, on veut s'assurer qu'il puisse intégrer l'équipe de façon harmonieuse. Je répète toujours, moi, que mon équipe, c'est ce qu'il y a de plus important et je le mentionne d'entrée de jeu à chaque personne qui rentre dans l'équipe, que je vais tout faire pour protéger ce qui est tellement précieux, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, et que si quelqu'un vient dans mon salon puis justement là, va aller chambouler tout ça, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, je veux connaître le style de communication pour être sûr que cette personne-là va aider à maintenir des relations positives avec les clients, bien sûr, et avec l'équipe. Parce que les clients sont hyper importants, mais pour moi, en tant que propriétaire de l'entreprise, mes employés, mon équipe est encore plus importante pour moi directement parce que si mon équipe est heureuse, si mon équipe va bien, elle va absolument prendre soin de mes clients, ça c'est sûr certain. Donc, je veux avoir quelqu'un qui a un style de communication qui est respectueux. C'est ce que je vais essayer de chercher avec cette question-là. La 9e question, c'est que cherchez-vous chez un leader, chez votre ancien patron ou je pose souvent aussi cette question-là. Qu'est-ce que tu aimais de ton ancien patron? Alors, que cherchez-vous chez un leader? On va identifier les attentes de cette personne-là. Donc, qu'est-ce qu'elle va s'attendre de moi en tant que propriétaire, en tant que patron? Je veux voir si c'est quelque chose que je peux lui offrir ou pas. Et parfois, ils veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indépendance. Peut-être que ce ne sera pas chez moi qu'ils vont avoir ça parce que nous, on est une entreprise qui encadre les gens puis qui aime bien là, être coaché, mentorer l'équipe. Alors, quelqu'un qui veut faire juste sa petite affaire un peu tout seul, on ne sera peut-être pas le bon salon pour lui. Il va en avoir d'autres. Mais moi, je veux savoir c'est quoi ses attentes envers moi. La 10e question, c'est quelle est votre méthode préférée pour apprendre de nouvelles techniques ou compétences? Alors, je ne demande pas est-ce que vous aimez l'éducation, je demande c'est quoi sa méthode préférée pour apprendre. Je veux comprendre son style d'apprentissage et je veux savoir si il y a une attitude positive envers le développement professionnel parce que encore là, peut-être que pour votre salon, ce n'est pas le cas, mais je pense que généralement, les salons en 2024, tout le monde s'entend pour dire que le développement professionnel, l'apprentissage continu, c'est essentiel. Donc, je veux savoir c'est quoi sa méthode préférée pour pouvoir, de un, lui offrir et de deux, m'assurer que cette personne-là aussi est dans un mindset de je veux toujours apprendre parce que si je tombe sur quelqu'un qui sait tout, ça m'est jamais arrivé, là, mais il y en a qui croient qu'ils savent tout. Donc, pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Là. Je veux des gens qui savent, qui ont l'humilité de savoir, on va être en apprentissage continu tout le temps. La 11e question, c'est avez-vous déjà travaillé avec des clients difficiles? On veut qu'ils nous racontent une histoire, une expérience, puis comment ils l'ont gérée. Fait que là, à ce moment-là, la personne, il faut qu'elle se rappelle une situation. On veut voir si la personne est capable de garder son sang-froid dans une situation difficile, puis si elle est capable de maintenir une attitude professionnelle. La 12e question, c'est décrivez une expérience où vous avez pris l'initiative d'améliorer quelque chose au sein de votre environnement de travail. On veut voir avec cette question-là si le candidat est proactif, s'il est capable de prendre des initiatives pour améliorer son environnement de travail ou les processus qui existent. Moi, comme propriétaire, j'adore quand les gens viennent me voir avec des problèmes, mais aussi avec la solution qu'ils ont vue, parce que parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait, mais on n'a pas de solution. Donc, moi, comme tous les propriétaires, je veux dire, j'ai pas les réponses à tout, je sais pas tout, donc c'est pas parce qu'il y a un problème qui est soulevé que automatiquement j'ai la réponse. Donc j'aime bien savoir que la personne s'est un petit peu cassé la tête à essayer de trouver la solution. Et j'aime bien des gens qui prennent de l'initiative positive en sachant là dans quel carré de sable ils jouent, bien sûr. Mais c'est ce que je cherche à savoir avec cette question-là. La question numéro 13, c'est pouvez-vous me donner un exemple d'une situation où vous avez dû surmonter un défi professionnel important et comment vous l'avez géré?
Ce que je veux savoir, c'est évaluer la capacité de résilience de la personne et sa capacité à résoudre des problèmes aussi. Vous pouvez, comme ça, vous allez être capable de voir comment la personne réagit face à des obstacles et comment elle trouve des solutions créatives efficaces. Donc, c'est important d'aller chercher cette petite notion-là et pour en apprendre un peu plus sur votre candidat. La question numéro 14, comment gérez-vous la critique constructive et comment est-ce que vous les utilisez, ces critiques-là, pour vous améliorer? Donc, il est important de connaître la capacité du candidat ou de la candidate à accepter la critique et à l'utiliser pour se développer professionnellement. Il y a des gens qui sont incapables qu'on leur dise rien. C'est correct aussi. Ça dépend. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est comme ça que vous travaillez? Si oui, ben tant mieux. Sinon, si vous êtes plus dans un mindset de coaching, de mentorat, d'apprentissage continu, ben peut-être qu'il y a quelqu'un qui est frileux à chaque fois qu'on lui nomme un petit point à améliorer. Ça va faire des flamiches dans votre équipe. Donc, on veut savoir si cette personne-là est capable d'accepter des critiques constructives. Et la dernière question que je pose souvent, c'est comment gérez-vous le stress lorsque votre charge de travail est élevée? Pour un coiffeur, on va dire que c'est 2 ou 3 clientes en même temps quand on a pris du retard. Pour la réception, ça peut être 2 appels, un client qui rentre pour des informations puis quelqu'un qui veut payer en même temps. Donc, ce qu'on veut savoir, là, c'est comprendre la capacité de la personne à gérer le stress puis à maintenir l'efficacité dans des situations qui demandent plus de vigilance, admettons, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc ça devient exigeant. Et c'est important de savoir si cette personne-là est capable de résister un peu au stress. On le dit, on le répète, on ne sauve pas des vies, on coupe des cheveux, on colore des cheveux, je veux dire, il n'y a personne qui va mourir là. Par contre, il y a des personnes qui ne sont pas capables de gérer un stress de 2 appels en même temps avec une personne qui vient poser une question. C'est quelque chose qui devient très anxiogène pour ces personnes-là. C'est encore une fois, ça se peut, c'est correct, mais peut-être que dans votre type de salon, si c'est un salon où ça roule beaucoup, il y a beaucoup d'appels, qu'il faut être multitask, ben peut-être que ça va être difficile pour une personne qui est stressée, qui doit vraiment faire comme une tâche à la fois, une par une. Alors, c'est bien de le savoir. Pour chaque question, là, donc ça, c'était mes 15 questions. Pour chaque question, des fois, les personnes sont, comme je disais au début, sont gênées, ils sont stressés. Alors, n'hésitez pas à poser des questions là, comme, tu sais, est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Est-ce que tu peux me l'expliquer un petit peu plus? Puis poser des questions sur ce qu'ils sont en train de vous dire pour aller vraiment approfondir la question, là, de ne pas se contenter d'un oui, non, ah oui, j'aime ça, ah, je veux devenir une bonne coiffeuse, je comprends. C'est quoi une bonne coiffeuse pour toi? Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Tu sais, je veux bien gagner ma vie. OK, parfait. C'est quoi bien gagner ta vie pour toi? Parce qu'on n'a peut-être pas la même définition de c'est quoi bien gagner notre vie, dépendamment de où on part, dépendamment de notre histoire, dépendamment de où on veut aller. Alors, c'est important de vraiment bien comprendre parce que dans cet exemple-là, de se limiter, de se satisfaire d'un « je veux bien gagner ma vie », ben ça peut mener à des malentendus éventuellement parce qu'on n'a pas la même définition. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez pris des notes, que vous n'êtes pas obligé de poser les 15 questions à chaque fois. Vous pouvez avoir 7 questions pour une première entrevue, puis les 7 autres pour la deuxième entrevue. Vous pouvez en choisir 10 qui vous parlent plus, en choisir 6 qui vous parlent plus. Mais l'idée derrière ça, c'est de vraiment d'aller comprendre, d'aller connaître la personne qui se trouve devant vous le plus possible, d'aller chercher vraiment l'humain plutôt que la capacité technique. La capacité technique, ça viendra après. Mais je pense sincèrement, encore une fois, que quand on a une bonne personne, une personne qui est ouverte, une personne qui veut apprendre, une personne qui est gentille, qui a un bon cœur, ben généralement, l'aptitude technique va venir avec, ou en tout cas, on va être capable de lui montrer. L'inverse est plutôt difficile. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux, me poser des questions si vous en avez envie. Et on se voit la semaine prochaine.